Europe 1, histoire de Coupe du Monde. Il va centrer, il centre, oui, Dominique Rocheteau. Patrick Lemoine. Lorsqu'est donné à 17h15 par le Hongrois Károly Palotai le coup d'envoi de cette rencontre face à l'Autriche le lundi 28 juin 1982 au stade Vicente Calderón de Madrid, l'équipe de France de Michel Platini n'emmène pas large. D'abord parce que Platoche, qui en est le capitaine, ne va justement pas jouer, mais aussi parce que revenant quasiment de nulle part, elle ne sait pas bien où elle en est au moment d'attaquer le second tour de la 12e Coupe du Monde organisée en Espagne. Car après avoir été catastrophique et battue 3-1 à plate couture par l'Angleterre à Bilbao lors du premier match, elle n'a pas été, bien que victorieuse 4-1 du Koweït, très fameuse non plus à l'occasion du deuxième match disputé à Valladolid. Quant au troisième, face à la Tchécoslovaquie, c'est miraculeux qu'elle ne l'ait pas perdu, ce qui, si cela avait été le cas, aurait signifié un retour à la maison sans tambour ni trompette et sous les sifflets. L'équipe de Michel Hidalgo devait en effet décrocher au minimum un match nul pour prolonger son séjour en Espagne. Or, elle était en train de l'obtenir au courage et à l'usure beaucoup plus au demeurant qu'avec talent. Quand, à la dernière minute, František Standbacher décocha de 30 mètres un tir cadré qui se serait figé dans la lucarne droite du but de Jean-Luc Ettori si Manuel Amoros, sur la ligne, ne l'avait détourné de la tête. C'est Manuel Amoros qui la sauve quasiment sur la ligne. Je ne sais pas si après, avec sa tête, il la sort de la tête, elle touche peut-être même la barre encore. Bernard Gengini. C'est vrai, contre les Tchèques, il nous fallait un match nul pour passer donc ce premier tour. Ça avait été serré parce que les Tchèques aussi avaient quelques bons joueurs à ce moment-là dans leur formation. Donc oui, un premier tour passé un petit peu au forceps. Mais voilà, c'était l'objectif et puis par la suite, voilà, on s'est un petit peu libéré et c'est là vraiment que l'équipe de France a commencé à montrer son jeu technique et qui a été apprécié par pas mal de monde par la suite. Et puis surtout, il y a Michel Platini qui était blessé aussi lors de ce match contre l'Autriche et donc là, ça demandait effectivement un réajustement au milieu de terrain en attaque et je pense que Michel Hidalgo a dû passer un petit peu de temps pour monter son équipe et pour définir la meilleure équipe possible. C'est sans aucune certitude que les Français abordent à Madrid cette deuxième phase du tournoi où ils vont devoir se mesurer à l'Autriche, puis à l'Irlande du Nord, deux matchs ressemblant un peu à un huitième de finale suivi d'un quart. Car au-delà des doutes, les habitants, quant à leur capacité à pouvoir, à ce moment-là, développer ce football si plaisant qu'ils affectionnent et qui nous plaît tant, les Bleus se sont rendus compte, pour reprendre en creux une expression de notre temps, que le groupe ne vit pas si bien que ça. Parce que la claque inattendue infligée par l'Angleterre a laissé pas mal de traces dans les esprits. Mais surtout, parce que la porte du vestiaire à peine refermée au stade San Mamés de Bilbao, Michel Platini a poussé une gueulante suffisamment ajustée pour que certains ayant vécu ce naufrage sur le terrain, sur le banc de touche ou dans les tribunes se soient sentis visés. Ce qui, pour être franc, était le but. Et comme il était parfois, et est resté, une tête de pioche, il n'a rien fait dans les jours qui suivirent pour que ceux qu'il avait dans le collimateur retrouvent leur sourire. Tant et si bien qu'un climat pesant s'est petit à petit installé, et cela d'autant plus qu'après le succès contre le Koweït, il en a remis une couche en déclarant à l'agence France Presse, je le cite, « Cette victoire est importante, mais elle ne doit pas nous faire oublier ce qui s'est passé entre nous pendant les 3 jours qui l'ont précédé. » Il fait beau et très chaud lorsque les Bleus donnent le coup d'envoi au stade de l'Atlético Madrid, sans Michel Platini pour mener la manœuvre. 4 jours plus tôt face aux Tchèques, il a reçu un coup de genou paraissant anodin sur la cuisse gauche. Son auteur, Anatoly Panenka, qui, s'il a inventé la manière de tirer les pénaltys la plus sexy qu'on ait jamais vue,
n'a jamais été aussi distingué dans sa façon de jouer. Résultat, cette béquille a fait de gros dégâts et a mis Platoche hors de circuit sans que l'on sache encore vraiment pour combien de temps. Les deux seules choses dont on soit sûr sont, petit 1, qu'il va devoir regarder ce match des tribunes puisqu'à l'époque, seuls les 6 remplaçants ont le droit d'être sur le banc. Petit 2, que sans lui, les Bleus vont forcément se sentir orphelins. D'autant que pour tenir la boutique face à la Tchécoslovaquie, Michel a joué un rôle de composition totalement inhabituel en occupant brillamment le poste de numéro 6. Il a taclé à tour de jambe et a été de toutes les corvées défensives, aidé par Bernard Genghini sur le côté gauche, un peu moins par Alain Giresse à droite. En un mot, puisque ce fut ce jour-là la meilleure façon de se mettre au service de l'équipe, il n'hésita pas une seconde à s'y coller. Un taulier en somme, un vrai. C'est bien parce que personne n'en avait jamais douté qu'on se demande alors comment Giresse et ses potes vont bien pouvoir s'en tirer. Alors le milieu de terrain, il y a des changements puisque Michel Platini avait été blessé le match précédent contre la Tchécoslovaquie. Bernard Genghini. Donc c'est Jean Tigana qui rentre au milieu de terrain. Jean Tigana n'avait joué que quelques minutes lors du premier match contre les Anglais. Donc le milieu, c'est Jean Tigana, Alain Giresse et moi-même et 3 attaquants. À savoir Didier Fix à gauche, Bernard Lacombe et Gérard Soler à droite. Mais le plus défensif, c'était Jean. Moi, j'étais à ses côtés, mais légèrement un peu plus haut. Et puis Alain Giresse occupait son poste habituel de meneur de jeu, vraiment plus haut, juste derrière les attaquants. Voilà, on arrivait à bien se définir les tâches là. Et bien sûr, Jeannot Tigana me rappelait souvent pour venir défendre, pour venir l'aider, parce qu'avec 3 attaquants plus Alain Giresse, il fallait quand même un petit peu de monde devant la défense lorsque nous n'avions pas le ballon. Sans son leader, Michel Hidalgo va cependant rester droit dans ses bottes et fidèle au principe qu'il applique depuis 6 ans, à savoir un 4-3-3 pur et dur, comptant 5 joueurs résolument offensifs. Et au regard de ce qui s'est passé contre la Tchécoslovaquie, il va, poste pour poste si l'on peut dire, faire rentrer Jean Tigana à la place de Platini, dans un rôle à la fois de sentinelle devant la défense et de relayeur. Il sera l'un des 3 milieux de terrain avec Giresse, qui tiendront le même rôle qu'à Valladolid. Jeannot Tigana avait un grand volume de jeu et il était capable de courir longtemps, il était capable de récupérer beaucoup de ballons, de se projeter aussi de temps en temps en attaque, mais peut-être pas jusqu'au bout. Il allait souvent un petit peu jusqu'aux 20 mètres pour donner la dernière passe. Il se projetait un petit peu moins dans la surface de réparation. Mais là, il était en grande forme, il avait fait un grand match aussi. Il était un peu frustré d'avoir peu participé jusque-là à la Coupe du Monde. Et ce milieu de terrain, effectivement, on a pris un petit peu le dessus sur nos adversaires et on avait fait un beau match. Ah, Jeannot, des 21 compagnons de route de Platini, il est celui ayant été le plus touché par les sous-entendus ciblés de son capitaine. Et si, lors des entraînements, il s'est mis encore plus minable qu'à l'ordinaire, une fois les séances terminées, il se repliait sur lui-même et n'échangeait quasiment plus avec quiconque. Un comportement d'autant plus dérangeant que depuis 2 ans, Jean était non seulement le boute-en-train officiel des Bleus, mais celui aussi qui, sur le terrain, dans le vestiaire, le bus ou à l'hôtel, battait le rappel et remontait la mécanique lorsque les choses ne se passaient pas bien. C'est dire s'il piaffe quand, devant 37 000 spectateurs, Monsieur Palotaille libère les 22 joueurs. L'Autriche n'a certes plus la splendeur qui était la sienne 4 ans plus tôt au mondial argentin, mais elle possède encore quelques pointures jouant dans de grands clubs européens. Krankel, par exemple, au Barça, Petzey à l'Eintracht de Francfort, ou encore Prohaska, le meneur de jeu de l'Inter. Même si les Autrichiens n'étaient peut-être pas arrangés dans la catégorie des favoris de ce mondial, mais on le voit aujourd'hui, il n'y avait pas de... Voilà,
il y a plus de petites équipes et les Autrichiens avec quand même des joueurs comme Krankel en attaque, comme Prohaska, comme Petze en défense qui jouaient dans de grands clubs étrangers et donc ça donnait quand même beaucoup de qualité à cette équipe-là. Il ne faut pas un quart d'heure pour s'apercevoir que la triplette Gigi, Tchouki, le surnom de Genghini, et Jeannot, se trouvant les yeux fermés, on n'a plus de soucis à se faire. D'autant que plus le match avance, plus l'équipe de France se met au diapason de ce triangle qui teinte juste et paraît avoir recouvré les partitions de cette si jolie petite musique qui, chez les observateurs du moins, l'avait propulsée parmi les 5 ou 6 favorites avant le mondial. Oui, les Français jouent si bien et déstabilisent à ce point les Autrichiens que, dépassés, ces derniers ont de plus en plus besoin de mettre la semelle ou accrocher les maillots pour enrayer les travaux d'approche de Giresse ou Genghini et plus encore les incursions de Six, Rocheteau ou Solaire aux abords de leur surface de réparation. Tant et si bien que les coups francs se succédant, les gants de Concilia, le gardien autrichien, sont déjà bien chauds quand la demi-heure de jeu survient. Ces coups francs, c'est Giresse qui les tire lorsqu'ils sont sifflés sur la gauche en regardant le but adverse et Genghini qui s'en charge de l'autre côté. C'est ce qui va se produire à la 39e minute quand Dominique Rocheteau est irrégulièrement stoppé par De Giorgi à plus de 25 mètres du but. Après avoir discuté 10 secondes environ avec Gigi, sans avoir eu besoin de planquer ses lèvres derrière une main, Tchouki s'élance et d'une frappe forte et enroulée, envoie le ballon dans la lucarne gauche de Concilia, lequel s'enroule autour de son poteau 1-0. Ça part d'une récupération dans notre camp, quelques échanges entre nous. À un moment donné, on arrive dans le camp adverse, c'est Dominique Rocheteau qui était rentré au bout d'un quart d'heure à la place de Bernard Lacombe qui est sorti sur blessure. Et il garde un peu le ballon, il n'a pas beaucoup de solutions, il temporise et puis là on l'accroche légèrement, je dirais un petit peu sur le côté droit, rentrant. Et l'arbitre siffle le coup franc. Bernard Genghini. Donc bien sûr je m'avance puisque 2 matchs auparavant j'avais réussi aussi un très beau coup franc contre le Koweït. Mais là c'était beaucoup plus lointain. Et dans un premier temps je lui dis à Alain Giresse qui est à côté de moi, Alain glisse-moi là et puis je vais frapper en force parce que c'est un petit peu trop loin. Il m'écoute et d'un seul coup je me retrouve tout seul à côté du ballon, il s'était éloigné. Donc qu'est-ce que je fais ? Je prends quelques pas d'élan et puis je me dis je vais essayer de la frapper direct quand même si c'est assez loin, la distance était quand même assez éloignée du but. Et puis là je m'élance et puis ce ballon prend une trajectoire extraordinaire, il va heurter le haut du poteau gauche du gardien autrichien Concilia, il va lui-même un petit peu se fracasser contre le poteau et puis le ballon il rentre en pleine lucarne avec l'aide du poteau. Donc un but magnifique, hein. C'est vrai qu'on l'a dit par la suite, peut-être un des plus beaux coups francs de ce mondial. Ce 1-0 sera le score final. Serré certes, mais pas cher payé, tant les Bleus ont d'un bout à l'autre dominé cette rencontre et joué l'offensive jusqu'à plus soif. Descendu les rejoindre au coup de sifflet final et chambreur comme toujours lorsqu'il veut cacher ses sentiments, Michel Platini leur dira « Franchement les gars, si vous n'aviez pas battu ces baltringues, on se demande bien ce qu'on serait venu faire là. » Puis, prenant Genghini par l'épaule, il lui fit un compliment, ce qui, en revanche, n'était pas du tout son genre. « Tu as été rayonnant, lui dit-il. » C'est aussi ce que pensa Michel Hidalgo, ce qui le mit bien dans l'embarras. Le trio Tigana, Genghini, Giresse ayant été parfait, qu'adviendra-t-il si Platini venait être rétabli pour affronter l'Irlande du Nord 6 jours plus tard ? Car finalement, la question se posera bel et bien. Rompant avec ce 4-3-3 dont il s'était fait une religion, le sélectionneur changera de paroisse et mettra en place un 4-4-2 avec Jeannot, Tchouki, Platoche et Gigi au milieu. C'est ainsi que naîtra le premier carré magique qui ouvrira la porte vers Séville
et la suite de l'extraordinaire aventure.